15 h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a pris part au sommet biennal des Nations Unies pour une économie mondiale durable et rencontré le président de la Banque africaine de développement. Et au Proche-Orient, Gaza, un massacre israélien à Al-Zouaïda, aggravation de la crise des déplacés. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Lors du sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a lancé un appel vigoureux et sans équivoque à une refonte courageuse de l'architecture financière internationale, la qualifiant d'injuste et de figée dans un passé révolu. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État djiboutien a dressé un constat sévère. Il a dénoncé un système financier mondial né il y a 80 ans à Bretton Woods, dans un monde où les pays du Sud n'étaient pas représentés ni écoutés. Un système qui aujourd'hui encore marginalise le Sud global, bien que celui-ci représente plus de 85% de la population mondiale. Le président Guelleh a appuyé sa critique par des chiffres aussi clairs qu'alarmants. Un déficit de financement des objectifs de développement durable dépassant les 4 200 milliards de dollars annuels et un coût du capital dans les pays en développement jusqu'à 3 ou 4 fois supérieur à celui des pays du Nord. C'est une injustice systémique, une fracture qui compromet nos ambitions communes, a-t-il affirmé. Le président Guelleh a placé au cœur de son intervention la mesure 48 du pacte pour l'avenir qui a présenté comme le fruit d'âpres et intenses négociations et un tournant historique dans la volonté collective de réforme. Djibouti, ayant activement pris part à ces discussions, a défendu avec conviction la nécessité de donner aux pays en développement une voix réelle, forte et influente. Le chef de l'État a mis en garde la communauté internationale. Ne pas respecter les termes de cette mesure pourtant élémentaire constituerait un échec moral et politique inacceptable. Le temps n'est plus aux demi-mesures. L'heure est venue de transformer les engagements en actions concrètes, a-t-il insisté, appelant à la pleine mesure en œuvre du pacte. 3 piliers pour une réforme courageuse. Djibouti appelle ainsi à une réforme structurelle autour de 3 demandes précises. La mise en place d'un mécanisme de restructuration de la dette plus rapide et équitable, un accès renforcé aux droits du tirage spéciaux pour les économies en développement et une représentation juste et équitable au sein des institutions financières multilatérales. Pour renforcer sa crédibilité, le chef de l'État a énuméré les investissements d'envergure engagés par Djibouti dans des secteurs stratégiques, le développement de corridors logistiques régionaux, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques. Il a souligné qu'une réforme globale du système en rendant les conditions de financement plus favorable permettrait à des pays comme le nôtre de continuer à financer les infrastructures clés comme le transport, l'énergie, la résilience climatique, tout en préservant leur durabilité budgétaire. Et par conséquent, le président Ismaïla Omar Guelleh a appelé les nations présentes à travailler ensemble pour réformer un système international que nous croyons fermement être biaisé au détriment du développement de l'Afrique, y compris au sein de l'Organisation mondiale du commerce et des institutions financières internationales. Ce discours positionne Djibouti non pas comme un simple requérant, mais comme un acteur central et responsable du Sud global, porteur d'une vision exigeante pour une économie mondiale plus juste. Soulignant que dans le cadre de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le numéro 1 djiboutien a eu donc mardi dernier des entretiens en marge avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège de l'ONU à New York. Le président Guelleh a à l'issue dans la soirée, pris part à un banquet offert par le président américain, président du pays hôte de l'Organisation des Nations Unies, Donald Trump, en l'honneur de tout chef d'État et gouvernement participant à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutons pour plus de précision l'intervention du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde change, mais notre système financier mondial, lui, reste figé dans un passé révolu. Un système né à Bretton Woods il y a 80 ans, dans un monde où les pays du Sud n'étaient ni représentés ni écoutés.
Aujourd'hui encore, alors que le Sud global représente plus de 85% de la population mondiale, sa voix reste marginalisée. Les chiffres sont aussi clairs et qu'alarmants. Le déficit annuel pour atteindre les objectifs de développement durable dépasse 4 200 milliards de dollars. Le coût du capital dans les pays en développement peut être jusqu'à 3-4 fois plus élevé que dans les pays du Nord. C'est une injustice systémique, une fracture qui compromet nos ambitions communes. La mesure 48 du Pacte pour l'avenir ne saurait être réduite à une simple déclaration d'intention. Fruit d'âpres et intenses négociations entre les États membres auxquelles Djibouti a activement pris part, cette mesure marque un tournant historique dans la volonté collective de refonder l'architecture financière internationale. Djibouti s'est engagé sans réserve dans ce processus, défendant avec conviction la nécessité de donner aux pays en développement une voix réelle, forte et influente dans les prises de décisions mondiales. Cette mesure constitue un socle sur lequel bâtir une ambition bien plus vaste. Ne pas en respecter les termes, pourtant élémentaires, constituerait un échec moral et politique que nous ne saurions accepter. C'est pourquoi Djibouti appelle avec vigueur à la pleine mise en œuvre de la mesure 48 et de l'ensemble du pacte pour l'avenir, élaboré dans le respect scrupuleux des voix et préoccupations de tous les États membres. Le temps n'est plus aux demi-mesures. L'heure est venue de transformer les engagements en actions concrètes. Ainsi, Djibouti appelle à une refonte courageuse de la gouvernance économique mondiale. Et en marge de ce sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, le chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu hier dans sa résidence le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. À cette occasion, le représentant du groupe de la Banque africaine de développement a réitéré ses remerciements au chef de l'État pour le soutien que ce dernier lui a apporté lors de son élection en mai dernier comme 9e président de l'institution multilatérale panafricaine. Plusieurs points ont été abordés lors de ces entretiens, notamment l'amorce d'une coopération plus soutenue entre les deux parties dans les différents domaines du développement. Il a trait surtout à la définition du concours que la BAD peut apporter à la République de Djibouti dans son ambition de fructifier au maximum, à l'instar du secteur portuaire et logistique, l'ensemble de ces autres dispositions et potentiel économique, la création d'emplois, les énergies renouvelables, le développement des sciences et des technologies sont désormais définis comme les secteurs prioritaires de coopération entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Et dans son intervention, le représentant du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son soutien constant et déterminant à l'élection présidentielle de la Banque africaine de développement. Ce fut le premier message qu'il a tenu à transmettre lors de cette rencontre, car il reflète, a-t-il indiqué, la reconnaissance de l'ensemble de notre institution envers l'engagement indéfectible de Djibouti. Les échanges ont porté sur l'importance stratégique de maintenir la Banque africaine de développement à Djibouti en soulignant le rôle clé que joue le pays en tant que plateforme régionale de stabilité et de développement. Nous avons également évoqué des projets structurants que Djibouti envisage de mettre en œuvre dans les prochaines années, ainsi que l'appui conséquent qu'elle s'engage à apporter afin de renforcer la mission de la banque et de consolider son impact dans la région. La 80e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte donc hier au siège de l'organisation à New York aux États-Unis. Ce rendez-vous annuel de la diplomatie internationale réunit les dirigeants et représentants des 193 États membres pour débattre des grandes questions mondiales. Parmi les chefs d'État présents, le président de la République Ismaïla Omar Guelleh qui a honoré de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Sa participation illustre l'engagement constant de Djibouti en faveur du multilatéralisme et de la coopération
coopération internationale. Le thème retenu cette année, meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme, célèbre le 80e anniversaire de l'ONU. Il réaffirme l'importance des valeurs fondatrices de l'organisation en insistant sur la nécessité de renforcer l'unité mondiale face aux défis croissants comme les conflits armés, les inégalités, les changements climatiques, les crises humanitaires et les atteintes aux droits humains. Cette session marque un moment crucial pour la communauté internationale appelée à réaffirmer son engagement commun en faveur d'un avenir plus pacifique, équitable et durable. Et le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a été reçu au siège des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion pour les deux dirigeants d'échanger sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis actuels auxquels fait face la région de la Corne de l'Afrique, les efforts de paix et de stabilité, la situation alarmante à Gaza, ainsi que les perspectives de coopération entre Djibouti et les Nations Unies. Le président de la République a réaffirmé l'engagement indéfectible de Djibouti en faveur des principes du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. Il a salué le rôle central des Nations Unies dans la promotion de la paix, de la sécurité et des droits humains à travers le monde. Et pour sa part, M. Guterres a exprimé sa reconnaissance pour la contribution de Djibouti aux missions de paix et son rôle stratégique en matière de stabilité régionale. Dans l'actualité également, Djibouti franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre le changement climatique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, ont signé aujourd'hui l'accord officiel lançant le projet Suragua, renforcement de la résilience dans le cadre de la Grande Muraille Verte en Afrique. Ce programme financé par le Fonds vert pour le climat s'inscrit dans la dynamique de la Grande Muraille Verte, une initiative panafricaine visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone d'ici 2030. Local à travers des techniques qui sont très adaptées. Deuxième point, c'est aussi mettre en valeur ou faire développer un peu les chaînes de valeur ou les filières, surtout les produits forestiers non ligneux, à savoir le miel, les fourrages, le palmier dattier, le jujubier, la fraquinensis, c'est le lubna. Troisième composante maintenant, c'est beaucoup plus le renforcement des capacités, que ce soit les structures nationales ou les associations paysannes, pour assurer la durabilité en dehors du financement. Donc pour résumer, je dirais que Suragua, c'est beaucoup plus restaurer, mais c'est aussi nourrir et c'est la durabilité. Suivons à présent l'intervention du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Depuis 2011, Djibouti, la République de Djibouti s'est résolument engagée dans l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte. Je voudrais tout d'abord exprimer mes gratitudes à la FAO et à nos partenaires pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Ensemble, bien sûr, nous allons poursuivre cette voie de coopération régionale et de solidarité africaine convaincue qu'une action collective permettra de bâtir un avenir pour une Afrique verte, durable et résiliente. Permettez-moi également de rappeler que la FAO a été l'un des tout premiers partenaires à soutenir la République de Djibouti dans sa quête de mobilisation des financements pour cette initiative africaine, pour son engagement technique et institutionnel. La FAO a joué un rôle déterminant pour la préparation et la maturation de nos projets, permettant bien sûr à notre pays d'attirer l'attention des bailleurs régionaux et internationaux. Je souhaite souligner avec fierté que Suragua, ce projet, le tout premier projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte, a été mis en œuvre par le ministère de l'Environnement sur le sol djiboutien. Cette signature marque une étape importante, historique, ouvrant la voie à une action plutôt structurée et concrète en faveur de la restauration de nos terres et de la lutte contre le changement climatique. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir au Djibouti Palace Kempinski une réception officielle à l'occasion du 95e anniversaire de la fête nationale du Royaume.
La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de haut rang, dont le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, représentant le gouvernement, du président de l'Assemblée nationale d'Ileta Mohamed, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, des responsables civils et militaires, ainsi que des représentants du monde des affaires et d'organisations non gouvernementales. Les invités ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées en République de Djibouti, entouré de ses collaborateurs. La commémoration de ce 95e anniversaire a aussi permis de mettre en lumière les réalisations majeures accomplies par le Royaume dans le cadre de la vision 2030, une stratégie ambitieuse ayant favorisé des avancées notables sur les plans économiques et social, tout en consolidant la place de l'Arabie saoudite comme acteur régional et international de premier plan. Chaque année, cet anniversaire incarne un moment de fierté nationale pour le peuple saoudien qui célèbre l'œuvre historique du roi Abdulaziz El Saoud, fondateur du royaume, et renouvelle son attachement profond à l'unité et à l'histoire de la nation. Il faut rappeler que les relations entre Djibouti et l'Arabie saoudite sont un modèle à suivre en matière de fraternité et de coopération fructueuse à tous les niveaux, soutenue par le président Ismaïl Omar Guelleh et le roi des deux saintes mosquées. Notons enfin que le royaume est devenu l'une des nations avancées influençant la sécurité et la stabilité du monde en raison de sa position géostratégique et de son poids spirituel et de son importance économique qui lui ont permis de figurer parmi les plus grandes économies du monde ainsi qu'à être membre du G20. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à la cérémonie du 95e anniversaire du royaume saoudien, durant lequel l'ambassadeur a prononcé un important discours dans lequel il a souligné la profondeur des relations stratégiques unissant l'Arabie saoudite et Djibouti, les qualifiant de modèles de coopération constructive fondés sur des liens historiques, culturels et économiques solides. Il a également adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour avoir répondu à l'invitation à tous les membres responsables présents qui ont partagé donc avec l'ambassadeur et ses collaborateurs cette célébration du 95e anniversaire de l'unification du royaume d'Arabie saoudite. Chaque année, la commémoration de cette fête nationale ravive dans les mémoires des Saoudiens le souvenir de cet événement historique majeur en ce jour que le fondateur, le roi Abdulaziz bin Abdurrahman, a unifié cette grande nation, ouvrant à son peuple la voie de la prospérité et du développement. Et de son côté, le représentant du gouvernement à cette cérémonie, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, a réaffirmé l'importance des relations historiques et fraternelles qui unissent Djibouti et le royaume d'Arabie saoudite en affirmant les liens solides entre les deux pays. Il a également présenté au nom du gouvernement de la République de Djibouti ses plus sincères félicitations et vœux au royaume d'Arabie saoudite, à sa direction et à son peuple, ainsi qu'à sa majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al
Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, et Son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, prince héritier et Premier ministre, en priant le Tout-Puissant de préserver le royaume, sa sécurité et sa stabilité, et lui accorder davantage de grandeur et de prospérité. Cet anniversaire national glorieux reflète, a indiqué le ministre, un parcours exemplaire de construction et de développement ainsi que des réalisations remarquables couvrant divers domaines, faisant du royaume un modèle de leadership et de modernisation tout en préservant son authenticité et ses valeurs. Et poursuivant son intervention, le ministre Moumin Hassan Barré a salué le rôle central joué par l'Arabie saoudite et ses efforts pour renforcer la solidarité islamique et soutenir les causes justes. Il a salué également le rôle de premier plan du royaume au sein de l'Organisation de la coopération islamique ainsi que ses efforts pour renforcer la solidarité islamique, défendre les causes justes et privilégier la logique du dialogue et des solutions pacifiques. Ce sont des principes, a-t-il indiqué, qui s'accordent parfaitement avec la vision de Djibouti en matière de consolidation de la paix et de la sécurité internationale. Les opérations de grande envergure contre les incivilités routières menées par la police nationale se poursuivent. En effet, il a été constaté que les phares de certains véhicules ne sont pas conformes aux dispositions du code de la route et nuisent fortement à la visibilité des conducteurs venant dans le sens inverse. Par ailleurs, la recrudescence des plaques d'immatriculation ne correspondant pas aux normes ont également été soulevées lors d'un point de presse accordé par la police nationale. À cet effet, la police nationale accorde un délai d'1 semaine aux automobilistes pour se conformer aux dispositions du code de la route. Pour plus de précision, écoutons les propos du commandant Abdelrazak Adel Moussa, commandant de la sécurité routière. Entrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que la dernière opération axée sur les vitres teintées a été quelque part mal perçue par certains de nos compatriotes qui nous reprochaient de ne les avoir pas avertis à temps. Mais sincèrement, quelqu'un qui a fait une auto-école et qui a passé son permis dans les règles de l'art est censé savoir les dispositions du code de la route. Néanmoins, nous avons jugé utile aujourd'hui de vous communiquer une opération qui aura lieu dans 1 semaine et qui portera cette fois-ci sur les éclairages avant des véhicules. Le code de la route, en son article 82 alinéa 2, stipule que tous les véhicules automobiles doivent avoir deux feux à l'avant, outre le feu de signalisation arrière, 2 feux avant de couleur jaune ou blanche, mais non éblouissantes. Je dis bien non éblouissantes. Nous avons constaté ces derniers temps un phénomène qui progresse avec le temps de jour en jour, surtout dans le milieu des jeunes, dans le milieu des transports en commun. Nous constatons que les phares sont de plus en plus éblouissants et constituent un danger potentiel aux autres usagers de la route et aux véhicules qui viennent d'en face. Statistiquement, nous avons également constaté que ce phénomène est un phénomène générateur d'accidents, puisque éblouissant les conducteurs qui viennent d'en face. De ce fait, nous accordons 1 semaine pour changer ces dispositifs. Passé ces délais, les véhicules qui feront l'objet de contrôle seront immobilisés et les contrevenants feront l'objet d'une amende par ailleurs. Nous constatons également un autre phénomène qui porte cette fois-ci sur les plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation sont également prévues par les dispositions du Code de la route, dans son article 97 à 102. Tout véhicule automobile à moteur doit avoir 2 plaques à l'avant et à l'arrière. Ces plaques de substance métallique de caractère blanche sur fond noir doivent être apposées à l'avant et à l'arrière du véhicule. Nous constatons ces derniers temps des plaques comportant des drapeaux ou même des fois le nom du titulaire de la plaque.
ce qui est interdit par les dispositions du Code de la route. Ces plaques doivent être également écrites en latin et en arabe. Des plaques écrites seulement en latin ne sont pas conformes aux dispositions du Code de la route. Nous vous donnons également une semaine pour pallier à cette situation. Et passé ces délais, de contrôle seront mis en place. Merci de votre compréhension. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande. La brigade de la douane d'Ali Sebieh, dirigée par Mohamed Moumin Hassan, a mené une opération conjointe en étroite collaboration avec les forces de police détachées dans la région et l'armée Bias. L'opération s'est déroulée dans les zones montagneuses proches de la frontière et grâce à la vigilance et à la coordination des différentes forces de sécurité, les agents ont intercepté et plusieurs produits de contrebande. Le bilan de la saisie est le suivant: 8 cartons de cigarettes de marque Royal, un carton de cigarettes de marque Benson, 50 paquets de crème cosmétique, un carton de sirop dont la date de péremption est dépassée, 10 paquets de médicaments introduits illégalement. Cette opération marque un nouveau succès dans les efforts déployés par les autorités locales pour endiguer les réseaux de contrebande qui menacent la santé publique, l'économie nationale et la sécurité des citoyens. Et selon le chef de la brigade, cette saisie démontre l'efficacité de la coopération entre les différentes forces de sécurité présentes dans la région. Actualité régionale à présent, un jeune Kényan transforme la plante invasive la plus dangereuse du monde en innovation écologique qui sauve la planète. Au lac Nevesha, au Kenya, où la jacinthe d'eau étouffe les rives et menace la vie aquatique, une histoire de réussite inattendue a vu le jour. L'ingénieur et entrepreneur kényan Joseph Ngutiru a su convertir ce fléau écologique en une source d'innovation, ce qui lui a valu le titre de jeune champion de la Terre 2025, décerné par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Plante invasive la plus répandue au monde, la jacinthe d'eau empêche l'oxygène d'atteindre les profondeurs, met en péril la biodiversité, freine la pêche, l'irrigation et la navigation, tout en servant de refuge aux moustiques porteurs de paludisme. Mais grâce à sa start-up Hayapak, Ngutiru a renversé la donne au lieu de l'éradiquer. Il l'utilise comme matière première pour créer des matériaux biodégradables et respectueux de l'environnement. Cette initiative contribue à la lutte contre la pollution plastique tout en générant des emplois verts pour la communauté locale. Le prix Jeune Champion de la Terre 2025 offre à Ngutiru un soutien financier, un mentorat et une reconnaissance internationale pour étendre l'impact de son projet ambitieux. Les forces d'occupation israéliennes ont commis tôt ce matin un massacre contre des civils dans la région d'Al-Zaouïda et ont continué à bombarder les quartiers de Gaza dans le cadre de leur plan visant à détruire la ville et à déloger ses habitants, tandis qu'un soldat israélien a été tué par les tirs de la résistance au nord de la bande. Selon une source de l'hôpital Shuhada al-Aqsa, 15 Palestiniens ont été tués lors d'un raid israélien visant une maison d'Al-Zaouïda au centre de la bande de Gaza. Le massacre survient alors que la région d'Al-Zaouïda et certaines zones voisines étaient relativement épargnées par les frappes israéliennes destructrices. Les massacres et les bombardements continuent à pousser environ un demi-million de Palestiniens à fuir la ville de Gaza vers le sud, tandis qu'environ 900 000 habitants restent dans la ville et le nord de la bande. Les déplacés continuent de se diriger vers la zone côtière d'El Mawassi dans des conditions humanitaires aggravées par le manque de nourriture. Les déplacés doivent faire la queue pendant des heures devant les cuisines et associations caritatives pour obtenir des repas très modestes dans une réalité de vie très difficile. Et enfin, l'Italie a envoyé une frégate au secours de la flottille humanitaire en route pour Gaza. Chargée de vivres et médicaments de première nécessité destinés à la population de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, ces embarcations auraient essuyé des tirs de drones selon les journalistes présents. Hier, le ministre italien de la Défense a condamné l'attaque contre le convoi Global Sumud en partance de la Grèce pour Gaza. Rome a annoncé l'envoi d'un navire de guerre à proximité afin de protéger la flottille. Et sur le réseau X, Israël, par son ministère des Affaires étrangères, a déclaré prendre les mesures nécessaires pour arrêter le convoi si celui-ci n'acceptait pas la proposition de décharger l'aide dans un port israélien. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.